Bienvenue dans Makerside, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au Side Project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job? Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 000heures.fr, le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Lecointre, créateur des Joies du Code, un side project sur lequel il a bossé pendant 9 ans en parallèle de son job. Récemment, il a décidé de passer à plein temps sur ce projet. On va donc lui poser plein de questions sur les débuts de son aventure, la monétisation de ce type de projet et ce qu'il envisage pour la suite. Salut Nicolas, ça va? Salut Amine, ça va bien et toi? Bah écoute, moi ça va très bien. Je suis à Marrakech en ce moment. Je poursuis mon aventure de digital nomade. Et voilà, donc je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui c'est le 20e épisode de Makerside. Donc je suis très content d'avoir continué et avancé jusqu'à arriver à ce 20e épisode. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Et du coup aujourd'hui on va parler de toi, on va parler un peu de ton projet. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que c'est un projet assez intéressant. C'est un projet sur lequel que tu as continué pendant des années. Donc, tu vois, moi, à côté, mes 20 épisodes de podcast, c'est rien. Mais donc, on va parler de tout ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, alors donc je m'appelle Nicolas. Moi, j'ai créé, comme tu le disais très justement, les Joies du Code. Donc, c'est un site en fait de divertissement pour les développeurs informatiques en 2012. Voilà. Et donc à côté de ça, justement, j'ai occupé plusieurs postes en fait de chef de projet informatique, ce qui a fait que j'ai évolué dans ce milieu avec pas mal de développeurs. Et donc voilà. Ok. Et comment t'es venu un peu cette idée de créer un site sur cette thématique? Alors à la base, c'est assez marrant parce que à la base, j'étais pas du tout parti pour faire un truc voilà qui serait cadré, qui fonctionnerait comme c'est le cas aujourd'hui. Quand j'ai créé le site, j'étais encore étudiant, j'étais à la fac. Et en fait, je me suis retrouvé donc à coder, pour la petite histoire, à coder un projet, une application Android. Alors c'était plus ou moins au début du système Android, donc il y a toutes les galères qu'elle avait avec Android Studio, etc. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était très très marrant parce que comme application, en fait, c'était une appli de géolocalisation et d'identification où tu te positionnais dans une ville pour pouvoir te proposer des horaires de bus, etc. Donc pour la petite anecdote encore, je me suis retrouvé à faire du vélo dans toute la ville d'Amiens, en Picardie, pour prendre l'emplacement exact de chaque arrêt de bus sur 2-3 lignes. C'est assez marrant. Et du coup, je faisais ça avec un pote qui s'appelle Kevin, qui est mon meilleur ami. Et lui, donc justement, me suivait sur tous ces arrêts de bus. Et donc, si tu veux, à mon retour, voilà, on a passé une nuit entière à coder, à essayer de faire fonctionner tout ça. Et en fait, c'est dans la foulée, moi, j'ai commencé, à trouver, à ce moment-là, il y avait les gifs qui commençaient à un peu fonctionner, les gifs animés, et à illustrer un peu tout ça, justement, avec des gifs. Donc voilà, quand on galère sur tel ou tel truc en codant, et puis j'envoyais les gifs. Puis au bout d'un moment, rapidement, je me suis dit, bon, allez, je vais monter un tout petit site, et puis ça va faire marrer les amis, et puis la fac, éventuellement. Donc j'ai créé, à l'époque, c'était sur la plateforme Tumblr, qui existe encore aujourd'hui, mais fonctionne un petit peu moins bien maintenant. Donc j'ai créé un Tumblr en fait très simple. Le nom il m'est venu tout de suite, voilà, les Joies du Code. C'est ce qui a aussi contribué, je pense, au succès du site parce que c'est un truc qui parle beaucoup aux gens. Et tout de suite, j'ai publié, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de gifs. Puis, au début, si tu veux, pendant les premières semaines, ça a été assez rapide parce que pendant 10 jours, on va dire, c'était uniquement mes amis, voilà, et puis des gens de l'université qui visitaient le site. Donc j'avais peut-être 30 visites par jour, voilà. Donc c'était vraiment le truc pour le délire, tu vois. Et puis j'ai commencé à partager le site en fait sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et il y a eu, alors j'étais assez surpris, il y a eu un vrai effet de buzz, mais un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvé des 30 visites de mes amis à 10 000 visites par jour. Voilà, il y a eu des articles dans les médias, il y a eu des partages par des personnes assez suivies sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, voilà, ça a fait cet effet boule de neige, ça s'est propagé.
Et j'ai vu toutes les visites débarquer sur le site. Et c'est là que je me suis dit, très rapidement du coup, qu'il fallait quand même industrialiser en fait le process, faire des articles régulièrement, enfin des contenus avec des gifs régulièrement. Donc je me suis forcé vraiment à avoir ce rythme-là dès le début, pendant mes études, quoi. Voilà. Et là, on est juste sur un site web pour l'instant. Exactement. C'est-à-dire qu'il Exactement. n'y a Voilà. pas les réseaux C'est même un sociaux qu'on Tumblr. connaît. C'est un Tumblr. Ouais. C'est vraiment, tu sais, c'était une plateforme en fait de micro-blogging à la Twitter, mais un peu plus poussée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai quitté, parce que c'était très très limité, hein. Tu pouvais juste mettre un titre, une image, éventuellement du contenu texte si tu voulais, mais tu pouvais pas aller plus loin. Pas configurer tes pages, difficilement configurer ton thème, c'était un peu relou. Donc ouais, on parle vraiment que de ça. Ouais. Et c'est au fur et à mesure que tu as structuré un peu tout ça, et notamment sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as commencé à créer un compte Twitter. Ensuite, je ne sais pas quel était l'autre réseau, peut-être Facebook, non? Exactement. Alors justement, en fait, le premier que j'ai créé, c'est plutôt Facebook. Twitter, j'avais partagé avec mon compte perso. Du coup, en fait, tout le monde est venu me suivre sur mon compte perso, donc c'est un peu sur le tard que j'ai créé le compte Twitter Les Joies du Code, qui maintenant dépasse mon compte perso, heureusement. Donc j'ai d'abord créé la page Facebook, ça a tout de suite explosé parce que c'était, si tu veux, le site, je l'ai créé dans les belles années de Facebook, voilà, quand tu avais un reach colossal, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être plus LinkedIn qui rencontre ce genre de performance maintenant. Donc au tout début, c'était le site, la page Facebook, le compte Twitter. Il y avait aussi un Google+, paix à son âme. À l'époque. Mais ouais, à l'époque, ouais. Et Google+, ça marchait bien parce que sur Google+, tu avais justement des profils un peu plus tech, quoi. Donc, ah ouais. Ouais, carrément. Mais bon, il y a eu un gros flop sur ce réseau social, donc voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Et d'ailleurs, tu parlais justement de LinkedIn, où c'est la page, je crois qu'elle a atteint les 80 000 abonnés, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Et ça, c'est cool parce qu'en fait, tu te dis, c'est un réseau social professionnel, et tu arrives à créer une page où tu publies majoritairement du divertissement, des mèmes, des gifs, et ça marche plutôt bien. Comment est-ce que tu expliques un peu le fait que ça marche aussi bien sur LinkedIn? Alors, je pense, LinkedIn, il y avait cette image, il y a encore, il y a 1 an, 2 ans, très professionnel, très corporate, on reste dans les clous et voilà, on déborde pas trop. Et en fait, le fait d'amener un petit peu de fraîcheur dans les contenus, un peu cette dose d'humour, de divertissement, je pense que ça plaît aux gens, tout en restant quand même correct. C'est-à-dire que je vais pas me permettre de faire les mêmes posts sur LinkedIn que sur Facebook, Twitter, Instagram. Enfin, il y a certains trucs, voilà, je modère un petit peu les propos parce que je sais que ça prendra pas, les gens oseront pas partager, tu vois. Mais je pense qu'ils avaient besoin de ça, en fait. Les gens, ouais, ça les fait marrer. Il y a plusieurs pages qui se sont lancées comme ça, pas forcément de l'humour, mais des trucs un petit peu en dehors du contexte professionnel. Et je pense que ouais, ça plaît énormément. Ça change un petit peu. C'était peut-être un réseau social un petit peu trop sérieux. Bon, maintenant, c'est ce que je dis. Il y a, sur LinkedIn, attention, il y a à prendre et à laisser. On s'est retrouvé avec des posts où il fallait double-cliquer sur des dauphins, quand même, à un moment. Ouais. Donc ça, ils l'ont contrôlé aussi. LinkedIn, ils ont fait en sorte, ils ont dit, ouais, non, ça part un peu trop loin. Voilà, mais c'est intéressant, voilà, c'est très intéressant. Aujourd'hui, la page LinkedIn, c'est le réseau social où ça fonctionne le mieux, en tout cas pour les joies du code, à cet instant. Mais ouais, j'aime bien tester ça. Ouais. Surtout, en tout cas, en ce moment, on est dans une période où on dit aux gens, surtout les pages LinkedIn professionnelles, enfin les pages entreprises, ça ne marche pas. Il faut capitaliser sur votre profil personnel. Donc là, c'est un contre-exemple. Et d'ailleurs, c'est intéressant que du coup, tu modères, que tu filtres, que tu te dises, OK, j'ai publié un contenu sur mon site, mais celui-là, je vais le relayer sur Instagram, Facebook, mais par contre, je ne vais pas le mettre sur LinkedIn ou inversement. Donc, c'est intéressant. Bah ouais, parce qu'il faut clairement s'adapter à l'audience que tu vas avoir sur chaque réseau social. Voilà, enfin, pour faire simple, LinkedIn, voilà, c'est le truc très corporate. Facebook, ça va être des gens dans la trentaine, la quarantaine maintenant. Les jeunes, ils sont plus tous partis sur Instagram. TikTok notamment aussi, ça j'ai pas du tout exploré encore.
TikTok, je suis pas du tout attiré par ce réseau social. Peut-être que j'y toucherai un de ces jours, mais franchement, enfin, moi, voilà, l'appli, je l'ai installée, j'ai dû la lancer 5 minutes pour voir ce que c'était. Je me suis fait abrutir par toutes les vidéos en chaîne, le son à fond et tout. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Pourquoi pas tester un jour, je verrai. Voilà. Et puis Twitter. Alors Twitter, ce qui est intéressant, notamment pour les joies du code, c'est qu'il y a vraiment cet aspect. Sur Twitter, tu retrouves beaucoup de profils très tech. Enfin, il y a une grosse communauté tech sur Twitter. Donc ça, voilà, pareil, c'est intéressant d'adapter le discours par rapport à ça. Ouais. Sur Twitter, je vais plus facilement envoyer des trucs un peu plus poussés, si tu veux, en contenu, que sur Facebook, par exemple. Moi, il y a un sujet que je voulais aborder avec toi. En creusant un peu sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait du coup la version en anglais. Oui. Et en regardant d'ailleurs la date de la création du compte Twitter, j'ai vu que ça s'est fait à quelques distances en fait du compte Twitter en français. Ouais, tout à fait. Comment ça se fait que tu t'es lancé jour 1 quasiment en français et en anglais? Alors, donc ça, comment dire, ça a été un petit peu par la force des choses. Alors c'est quelque chose que je voulais faire, absolument. Mais avant ça, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps pour, comment dire, pour poursuivre en fait le travail que je faisais sur tout ce qui était structure, industrialisation, fréquence des contenus, etc. Mais en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire un copier-coller, mais littéralement, de mon site français, qui a acheté le nom de domaine The Joys of Code. Alors, c'est pas la peine de chercher à l'acheter, maintenant je l'ai récupéré depuis le temps. Ah. Mais parce que ça a pas fonctionné, son truc, ça a pas pris. Et du coup, si tu veux, le type m'a contacté, il m'a dit écoute, c'est cool, j'aime bien ton site, donc moi je vais faire la version anglaise. Voilà, sans vraiment me demander mon avis. Et on se retrouvait dans un fonctionnement, et c'était hallucinant, on se retrouvait dans un fonctionnement où je publiais des contenus. Si tu veux, le lendemain, il s'est déjà traduit et publié sur le site. Sachant que lui commençait déjà à mettre en place de la pub, donc on va en parler après par rapport au mien, à mon site. Mais voilà, donc là, je me suis dit non, il y a quand même un souci. Enfin, déjà l'approche était assez particulière, pas complètement cool. Et donc, moi, tout de suite, je me suis dit non, c'est hors de question. C'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, si tu veux. Donc très vite, j'ai créé ma propre version anglaise, qui s'appelle The Coding Love, qui tourne toujours aujourd'hui. Et en fait, j'ai orienté toute mon audience française des joies du code. Voilà, j'aurais dit, moi, j'ai créé ma vraie version des joies du code en anglais. Donc si vous partagez une version du site, c'est bien celle-ci qu'il faut partager auprès de vos contacts à l'international. Et ça a pris, pareil, ça a bien fonctionné. Et ça s'est propulsé. Alors, majoritairement, The Coding Love, aujourd'hui, il a une audience qui est plus orientée au niveau européen. Parce que, de toute façon, ça suit un petit peu les horaires de publication. Moi, mes horaires, je les garde un petit peu sur les créneaux français. Je vais peut-être publier un petit peu en avance sur The Coding Love pour cibler en tout cas les pays de l'Est. Mais voilà, je suis resté sur ce fuseau horaire, on va dire. Les US, j'ai quelques visites, mais pour l'instant, j'ai pas encore focalisé mes efforts là-dessus. Voilà. Okay. Peut-être que ça viendra dans un second temps. Ouais. Ok, juste par curiosité, le nom de domaine, du coup, il te l'a revendu en mode... Ah non, pas du tout. Non, le nom de domaine... il a expiré et tu l'as racheté. Ouais, exactement. Okay. C'est-à-dire que son site, il a dû le laisser up pendant 2 ans. Et puis il a dû voir que ça prenait pas du tout et qu'il y avait surtout ma version officielle anglaise. Donc moi, si tu veux, je m'étais mis un petit rappel gentillet dans mon agenda. Puis dès que le nom de domaine était dispo, je l'ai récupéré, quoi. Et tu vois une différence entre l'accueil que tu peux avoir sur tes contenus en anglais et les contenus en français par rapport à... clairement. Ouais, clairement. Et justement, c'est un truc que moi je vais creuser ça aussi. Je me rends compte que les contenus sur les joies du code marchent vraiment mieux en tout cas que la version anglaise. Et ça, je me l'explique plus par rapport, alors peut-être que j'ai faux, mais je pense que j'ai une partie de la réponse en tout cas. Je me l'explique par rapport au fait que en France, on a un humour bien particulier, bien à nous, qui peut parfois être un peu basé sur le cynisme, l'autodérision. Ça, on fait beaucoup d'autodérision en France au niveau de l'humour. Et je pense que c'est pour ça aussi que le site fonctionne très très bien auprès d'une audience française. C'est un truc qui marche un petit peu moins bien, par exemple aux États-Unis, même si ça commence un petit peu à se mettre en place maintenant, cet humour. Mais je pense que c'est ce qui explique principalement le fait que ça marche bien
auprès des audiences francophones en tout cas. Ok. Et du coup, là, on va commencer à rentrer dans les sujets un peu qui nous intéressent dans les side projects, enfin, en tout cas pour certains side projects. Au bout de combien de temps, parce que ça fait 9 ans que tu es sur ce projet-là, Oui. au bout de combien de temps tu as réussi à monétiser ce side project? Alors c'était au bout de seulement quelques mois. Seulement quelques mois parce que alors le site je l'ai lancé le 29 avril 2012. Et si tu veux, mon premier partenariat publicitaire, j'ai dû l'avoir en novembre, soit octobre, soit novembre. Donc assez vite en fait, hein, surtout par rapport à un site web. Mais ce qui explique ça, bah voilà, c'est ce que je t'ai raconté. Enfin, c'est tout cet effet buzz autour du site. Forcément, ça attire un peu l'attention, des articles, des partages, voilà. Puis le fait de voir aussi l'audience en tout cas le nombre d'abonnés de chaque réseau social, voilà, qui augmentait assez rapidement au début surtout. Voilà, je pense que c'est ce qui a attiré les annonceurs avec qui j'ai travaillé. Et donc c'est cool, voilà, dès le début en fait du site, j'ai pu mettre ça en place. Et du coup, c'était quel type de monétisation? C'était des bandeaux? C'était alors moi en fait, voilà, 2012, si tu veux, le site, du coup, je l'ai plus ou moins lancé sur la fin de l'âge d'or de la pub sur Internet. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc à l'époque, ouais, c'était, enfin, le mode de communication sur le site, c'était uniquement de la bannière, quoi, tu vois. Voilà, donc c'était une image fixe qu'on mettait sur le site et qu'on laissait pendant X jours, où on se mettait éventuellement d'accord sur un nombre de pages vues aussi. Donc voilà, c'était uniquement de l'affichage display, on appelle ça, donc de la bannière sur le site. Ok. Et est-ce que, au fur et à mesure, comment est-ce que tu as développé cet aspect de monétisation? En gros, la question, c'est plus un peu pour des gens qui nous écoutent et qui pourraient lancer, par exemple, un média ou autre. Mais en tout cas, sur ton cas particulier, c'est quoi les différentes sources de revenus ou en tout cas de monétisation qu'on peut imaginer? Alors, sur mon média aujourd'hui, moi, je fonctionne principalement avec des partenariats de façon publicitaire, hein. C'est les principaux revenus. Après, sur des sites web maintenant, ce qu'on constate de toute façon, c'est que il faut vraiment s'adapter, quitte à tenter des trucs qui sortent un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Donc ça peut passer, alors ça c'est intéressant aussi, hein, parce qu'on appelle du native advertising en fait. Donc native advertising, c'est vraiment très vaste, hein. C'est un sujet très très vaste, il y a plein de choses possibles. Donc ça peut être des articles en fait, hein, rédigés en partenariat. Moi mon objectif c'est que quand je fais ça, je m'assure en fait que les contenus restent dans la ligne éditoriale en fait du site. Donc l'objectif c'est vraiment de faire un truc qui va rester fun, dans le ton des jouets du code, avec des petites touches d'humour de développeurs, et en même temps amener intelligemment, si tu veux, la communication dans l'article. Il y a aussi la possibilité de faire des habillages un peu plus poussés sur le site, des pages statiques dédiées, vraiment incorporées dans le site en fait. Le native advertising, c'est vraiment ça de toute façon, c'est s'intégrer pleinement dans le média, que ça paraisse fluide en fait, naturel. Et donc c'est quelque chose qui commence à se répandre, enfin de façon qui depuis je dirais 4-5 ans, voilà, c'est la nouvelle norme, hein, si tu veux. Voilà, tout ce qui est gros sites de médias et tout, enfin tu te rends compte que maintenant c'est comme ça qu'ils fonctionnent principalement. Ouais, moi c'est un peu comme ce qu'on peut retrouver par exemple sur Combini où il y a énormément Exactement. de partenariats, des vidéos qui sont faites pour une marque en particulier. Et, C'est intéressant, ouais, parce ouais. que en fait du coup l'objectif aussi de ces contenus, c'est d'amener ça intelligemment et d'apporter quelque chose à l'audience en plus de faire cette promotion d'un service ou d'un produit, je ne sais pas. Voilà, c'est d'informer, d'instruire éventuellement, tu vois, voilà, faire des espèces de petites formations, des trucs comme ça. Il y a pas mal de choses en fait qui se mettent en place sur ce genre de format. Ouais. Bah, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que nous, du coup, 10 000 heures, on s'est un peu repositionné sur ce qu'on faisait et on est devenu du coup un média sur les side projects ou en tout cas sur les salariés qui veulent entreprendre via les side projects. Et du coup, bah, c'est quelque chose qu'on regarde un peu de loin pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait. Donc, tu vois, c'est toujours intéressant de discuter avec d'autres personnes. Donc, toi, du coup,
j'allais dire ta cible, hein, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais l'audience que tu as, c'est une audience de développeurs. Oui. Tu as développé du coup des partenariats avec des marques qui s'adressent à ce type de profil. Exactement, ouais. Exactement. Alors mon partenariat principal, enfin de toute façon ce que je voulais apporter aussi à l'audience du site depuis le tout début, dès que j'ai vu que voilà, le site fonctionnait bien, c'était vraiment d'apporter la possibilité de trouver son job en se rendant sur les joies du code. Voilà, pourquoi ? Parce que les développeurs, on se rend compte qu'en règle générale, voilà, ils aiment bien évoluer, que ce soit changer de techno ou même sur l'aspect rémunération, on va pas se le cacher, de toute façon. Pour un développeur, souvent, réussir à faire une belle augmentation, c'est forcément changer de job. Voilà, c'est une évidence dans le milieu. Et donc moi, j'avais vraiment ce souhait de mettre en place ce genre de partenariat. Et donc, justement, quand on en parlait, moi, le premier partenariat que j'ai décroché pour le site, c'était ce genre de partenariat. C'était vraiment pour des recrutements. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'ai et je travaille avec Talentio depuis plus de 3 ans maintenant, qui propose voilà des jobs pour les développeurs, pour les profils tech, etc. Donc ouais, c'est super intéressant et ça apporte vraiment quelque chose à l'audience aussi, tu vois. C'est pas dire de faire de la pub pour faire de la pub, c'est vraiment proposer quelque chose qui va leur apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, un job, tu vois. Ouais. Voilà, moi, je suis fier aujourd'hui de dire qu'il y a des gens qui se sont fait embaucher, du coup, de manière transitoire, bien sûr, mais qui se sont fait embaucher grâce aux joies du code, tu vois. Voilà. Parce qu'ils ont vu comment fonctionnait le service avec lequel je travaille et qu'ils y sont allés, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a 2 marques qu'on peut voir. Une sur le site, qui est du coup talent.io que tu viens de citer. Oui. Il y a aussi une autre marque avec qui tu travailles. Tout à fait. C'est quoi et tu vas nous en parler un peu plus, mais Ouais. c'est quoi le modèle de partenariat que tu fais ? Est-ce que, par exemple, tu parlais des embauches, est-ce que tu touches une commission à chaque fois que quelqu'un est embauché, ou est-ce que c'est juste dès que quelqu'un clique, ou juste le fait de l'afficher ? Alors ouais, c'est principalement aussi basé de façon sur l'affiliation. Après, il y a aussi une partie sur vraiment la communication autour de l'image de marque. Parce que c'est de toute façon, alors on va en parler pour d'autres cas, mais c'est aussi ce que recherchent de toute façon les annonceurs en passant par mon site. Enfin, même, je dirais plus par mon média, parce que si tu veux, juste dire le site, c'est au vu de maintenant l'audience et les réseaux sociaux, c'est réducteur. Maintenant, je parle plus de médias, tu vois, parce que on peut faire de la com même en dehors du site, en dehors de lesjoiesducode.fr. On peut faire de la com sur, je sais pas, Instagram, faire des stories, des trucs comme ça. Donc voilà, en fait, c'est ce que recherchent les partenaires avec qui je travaille sur le média Les Joies du Code, c'est d'avoir cette touche, voilà, cette image fun, de se rapprocher de l'audience des développeurs sans rester dans une com froide, voilà. Où, comme je te disais, le display, voilà, à l'époque, tu mettais juste une bannière et puis t'espérais que les gens cliquent dessus. Maintenant, ça fonctionne plus comme ça. Il faut apporter un petit peu plus de matière, plus d'humain éventuellement aussi à une marque. Et c'est ce qui plaît. C'est ce qui plaît. Donc ouais, la marque que tu évoquais, c'est Logitech. Hein. Donc Logitech, avec qui j'ai un partenariat, ce qu'on peut appeler un partenariat type ambassadeur en fait. Donc sur le long terme, pour mettre en avant leurs produits. Alors c'est pareil, hein, l'objectif, moi de mon côté, quand je fais ce genre de partenariat, c'est je me refuse en fait de faire des coms complètement bullshit, de me forcer à écrire des trucs, tu vois. Enfin voilà, de toute façon, les gens ils sont pas dupes, encore moins les développeurs. Et si le truc, voilà, on voit que ça me parle absolument pas, ça va se ressentir dans ce que je vais écrire, ou voilà, on va voir que ça a été laborieux de sortir l'article ou quoi, tu vois. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'avoir des produits, pareil, encore une fois, qui apportent un truc à l'audience. Et là, en l'occurrence, ouais, avec Logitech, on est clairement en fait sur leur gamme, enfin sur leur haut de gamme, dédié à des produits vraiment poussés. Enfin voilà, le clavier. Alors moi, j'avais jamais eu non plus de clavier de ce style, si tu veux. Donc c'est vrai que voilà, j'ai facilement été convaincu, parce que le truc, dès que je l'ai entre les mains, j'ai jamais aussi bien saisi du texte de ma vie. Et voilà, c'est donc, le deal, si tu veux, c'est que les produits aussi m'intéressent pour que je puisse en parler derrière. Pareil, à côté, si tu veux, je mentionnerai pas les noms, mais j'ai pu être approché par d'autres marques. Le produit me parlait absolument pas. Et donc moi, je leur ai clairement dit non, c'est même pas la peine qu'on essaie quelque chose, parce que de toute façon, enfin moi personnellement,
c'est pas un truc qui me branche et je sais que derrière, ça intéressera même pas mon audience, ça leur apporte rien, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais justement, le fait de t'être positionné sur ce sujet-là et d'avoir une audience qui est un peu particulière, on va pas se mentir. Les développeurs, c'est un profil, des profils qui sont sursollicités parfois, notamment pour le recrutement, etc. Ah, clairement. Et toi, tu arrives à tirer un peu ton épingle du jeu et avoir cette approche-là. Est-ce que finalement, c'est pas une espèce de compétence nouvelle que tu as développée, le fait d'avoir ce side project? Alors si, alors clairement, et c'est super intéressant que du coup tu amènes ça. Si, c'est clairement. Alors déjà, c'est quelque chose voilà qui m'a appris énormément hein, sur tous les niveaux. Euh, Si tu veux, voilà, moi aujourd'hui je suis seul hein, sur les jouets du code, donc je gère les contenus, le design du site, même s'il est pas ouf, hein, mais je fais ce que je peux. Je gère les réseaux sociaux, donc il y a vraiment la partie community management aussi qui est énorme. Et puis tout ce qui est marketing, quand je fais des partenariats, l'aspect commercial aussi, quand je fais des partenariats, savoir se vendre, enfin voilà. Toutes ces choses-là, ouais, ça m'a apporté énormément, à tel point que aujourd'hui, je suis en train d'essayer de mettre en place, maintenant que je suis lancé à 100%, en fait, une activité de conseil en communication auprès des développeurs, des profils tech. Pas forcément développeurs, mais profils tech aussi, si tu veux. Parce que, voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas que des développeurs qui viennent sur mon site, il y a quand même aussi, voilà, je sais pas, des chefs de projet, des DSI, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment, voilà, un truc que je voulais faire aussi à côté, partager en fait voilà mes connaissances, mon expertise maintenant sur le sujet, parce que ça fait bientôt 10 ans hein, que je fais ça. Et donc là, je suis assez content. Je vais pouvoir faire ma première prestation voilà, de conseil en communication d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est cool. En gros, c'est grâce à cela, tu peux maintenant accompagner des marques, des annonceurs pour les aider à mieux communiquer auprès des profils tech, c'est ça? Exactement, exactement. Ok. Après, tout dépend ce qu'ils recherchent. Là, en l'occurrence, oui, ça va clairement être pour l'image de marque, tu vois. Enfin voilà, s'affirmer en tout cas, montrer que voilà, ça peut être une boîte qui attire les développeurs. Ok. Ça peut être pour plein de choses en fait. Ouais, si c'est pour vendre des produits ou quoi que ce soit et réussir à comprendre en fait comment communiquer auprès de cette population, bah voilà, c'est le genre de truc que j'ai envie de proposer, tu vois. Ça me rappelle un peu un épisode avec Émilan de Cuber qui a lancé un e-commerce dans lequel il vendait des pins. Au début, il avait commencé avec sa propre collection et au fur et à mesure, il a créé ses propres pins. Et en fait, du coup, ensuite, il vendait une activité, en tout cas, il proposait une activité pour accompagner des marques à créer leurs propres pins. Parce qu'aujourd'hui, faire des pins, c'est pas quelque chose de courant. Ouais, Donc, effectivement. il a les contacts, il a les fournisseurs, en tout cas grâce à son site. Et donc, du coup, on voit souvent dans le podcast, mais même dans la vie de tous les jours, des gens qui ont des side projects et en fait qui arrivent à en créer enfin, ce side project génère une nouvelle activité, une nouvelle source de revenus. Donc, c'est intéressant et c'est ça aussi que j'ai envie de mettre en avant dans les podcasts. Ouais, dis-moi. Ouais, non, mais ça m'étonne pas parce que voilà, c'est ce que je te disais, c'est tellement complet en fait. En tout cas, quand tu pousses ton side project assez loin hein, dans la démarche, c'est que sur le chemin, en fait, tu apprends tellement de choses et tu te rends compte que voilà, tu es en train de développer ta propre expertise et que derrière, il y a par exemple des boîtes qui vont galérer sur certains sujets que toi tu maîtrises complètement, mais que tu as galéré aussi plusieurs années à maîtriser. Et donc, oui, je comprends complètement qu'après on puisse partir sur du conseil, de la presta comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. Et, Ouais. ouais. Non, mais moi j'allais dire en plus de ça, si tu veux, ce que je trouve cool, c'est que le fait de proposer ça, ça permet aussi de communiquer plus intelligemment auprès des développeurs. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est une audience qui est, enfin, ce sont des profils qui sont tellement, on parlait de la partie recrutement, mais tellement sursollicités, enfin, voilà, avec des approches maladroites ou parfois carrément de forceurs. Hein. Tu sais, tu as des recruteurs sur LinkedIn, ils t'accrochent, ils te sautent au cou et ils te lâchent plus, ils te harcèlent. Tu reçois même des messages où c'est écrit bonjour, first name, tu sais. Ouais. Ils mettent même pas ton prénom, quoi. C'est juste un truc de fou, quoi. Et voilà, en fait, le fait d'aider les sociétés à communiquer plus proprement, sans être intrusif auprès des développeurs, moi, c'est aussi un truc que voilà, je trouve assez positif et voilà, c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, c'est cohérent avec ce que tu fais. Ouais, tout à fait.
Ton side project, tu as commencé, tu le disais, pendant tes études. Ensuite, tu as été salarié, tu as changé de boîte plusieurs fois. Donc, ton side project t'a accompagné. J'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas, hein. Oui. On ne peut pas forcément être à fond tout le temps. Et à un moment donné, et tu vas nous expliquer pourquoi, tu as pris la décision de passer à plein temps sur ton side project. Comment ça s'est passé? Alors là, donc du coup, je me suis lancé en juin de cette année. Et donc on est en 2021, bien évidemment, on sort du Covid, plus ou moins. Et donc en fait, voilà, si tu veux, le déclic, ça a été pendant l'année 2020. Pendant l'année 2020, si tu veux, le Covid, voilà, donc je me suis retrouvé forcément confiné chez moi comme tout le monde. Ce qui s'est passé, alors j'avais déjà un boulot assez chargé, hein, voilà, en tant que chef de projet. Entre-temps, pendant les confinements, je suis passé vraiment plus responsable d'équipe, si tu veux. Voilà, je gérais une équipe de 10 personnes, plus ou moins. Et en fait, tout ça fait que le fait d'être chez soi, beaucoup de gens se sont fait la réflexion, le fait d'être chez soi, les horaires étaient un peu plus flous, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, le midi, bah, tu prenais une pause parfois un peu moins longue, ou les pauses café, bah, voilà, tu allais les prendre directement à ton poste. Le soir, tu poussais un peu plus parce que tu n'avais pas le trajet du retour, tu sais. Donc, je me suis retrouvé un petit peu dans cette espèce de cercle vicieux, à faire des heures de fou pour mon taf la journée, jusqu'à la soirée. Et en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte, parce que voilà, on me demandait toujours plus, voilà, plus en plus de ça, avec les contraintes du Covid, tout ce qui est restrictions budgétaires, voilà, on se taffait pas correctement, ça suivait pas, ce qu'on peut comprendre aussi, mais voilà. Et je me suis retrouvé dans cette spirale un peu infernale où j'avais de moins en moins, au fil des mois, de moins en moins de temps de cerveau disponible pour mon site. Tu vois, c'est-à-dire que mon site, voilà, quand t'en parlais, quand tu disais tu as dû avoir des hauts et des bas, clairement, enfin, sur 9 ans d'activité, voilà, j'ai eu, comme tu le disais, plusieurs expériences au niveau professionnel. Il y a forcément des moments où bah, tu peux pas suivre aussi régulièrement que tu le souhaiterais, parce que bah, voilà, tu es en déplacement ou tu es à fond sur un projet ou quoi que ce soit, tu vois. Et là, clairement, je me retrouvais vraiment avec cette courbe où, de jour en jour, je voyais que j'arrivais plus du tout à faire quoi que ce soit sur mon site, pour lequel je bossais, voilà, forcément, hein, les soirs et les week-ends. C'est-à-dire que même arrivé le week-end, j'étais tellement KO de ma semaine que j'arrivais plus à me focus, en fait. Et en fait, c'est ça, voilà, c'est ça. Le déclic, ça a été ça. Je me suis dit, mince, parce que voilà, mon site, c'est vraiment le truc qui me plaît quand je tape sur mon site. Voilà, c'est un truc qui m'éclate, où je touche à tout et je m'éclate avec l'audience. Voilà, on partage plein de trucs. Mon job, je vais pas dire que je m'ennuyais, hein, loin de là, parce que j'avais tellement de boulot. J'étais plus arrivé à un moment où j'avais l'impression d'avoir fait le tour un petit peu du boulot, tu vois, du job où je me trouvais. J'étais un petit peu aussi, comme beaucoup de monde pendant la période du Covid, un petit peu en recherche de sens par rapport à ce que je faisais. Et tout ça fait que, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, faut se poser, faut savoir ce qui te plaît vraiment. Il y a eu aussi un élément quand même déclencheur, on va pas se le cacher, c'est que j'ai eu la chance de devenir papa là en juillet. Donc pareil, c'est le genre de choses qui te fait un peu réfléchir et tu te dis, bon, déjà que c'était costaud, et derrière, voilà, on va pas se le cacher non plus, il y a ma femme, elle faisait vraiment, enfin, elle fait des sacrifices énormes par rapport à la vie commune avec le site, qui empiète énormément là-dessus, si tu veux. Donc tu te dis, ouais, combiner le job, le site et le fait d'être père, voilà, ça va être chaud, quoi. Et donc cette réflexion, cette quête de sens, si tu veux, c'est voilà ce qui m'a amené. Alors je me suis intéressé aussi au concept de l'ikigai, pardon, qui est très intéressant, hein, qui est le fait de voilà mêler la profession, la passion, l'aspect mission et aussi la vocation avec ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que en gros, tu fais quelque chose dans lequel tu es bon, qui est capable de te rémunérer, qui apporte quelque chose, voilà, à une certaine communauté, euh, et enfin voilà, qui est utile en fait, et que tu aimes faire surtout. Et en fait, voilà, mon site, il répondait à tous ces critères, tu vois. Alors voilà, sur l'aspect rémunération, c'est vraiment la chose sur laquelle voilà, moi j'étais le plus frileux, parce que forcément il y a cet aspect voilà, où tu te dis ouais, le site il se base sur une audience, qu'est-ce qui se passe le jour où l'audience ça crache complètement.
Mais en fait, le fait d'avoir ces 9 années derrière moi fait que je sais que voilà, en s'investissant correctement dans le temps, tu arrives à maintenir cette audience. Tu arrives à avoir voilà, des contenus réguliers, faire venir les gens, t'adapter, parce que pareil, j'ai dû m'adapter à plusieurs reprises. Euh, et donc tout ça fait que, voilà, pareil, enfin, je parlais de ma femme, c'est aussi elle qui m'a boosté, qui m'a rassuré là-dessus. C'est important, hein, je pense, quand tu veux franchir le pas, d'avoir un entourage bienveillant et motivant, voilà, qui te pousse à franchir le pas. Et là, clairement, ça a été ça aussi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est super intéressant parce que l'entourage va, comme d'un côté ou d'un autre, te pousser ou au contraire parfois te stopper. Mais c'est important d'avoir un entourage qui comprend un peu aussi cette notion de side project, de se dire un peu, c'est un peu mon hobby, quoi. Tu vois, c'est un peu le fait ok, je vais rentrer, normalement, je suis censé arrêter le travail, mais c'est un truc qui me fait plaisir. Ça me permet peut-être de me défouler, d'apprendre de nouvelles choses. Et peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas la chance d'avoir cet entourage, hein, comme toi et moi, faut aussi comprendre que certaines ne comprennent pas justement et peut-être pousser un peu. Je ne sais pas quel conseil tu pourrais donner d'ailleurs. Ouais, parce que clairement quand tu parles de ça, l'entourage vit avec ton side project. C'est H24, voilà. Moi je sais, alors j'essaie de me modérer, mais j'ai beaucoup de mal à me retenir d'aller checker voilà toutes mes notifs que je peux avoir sur Twitter, etc. Voilà, faut aussi comprendre un petit peu leur position à eux. Et on comprend que c'est pas simple, quoi. C'est clair. On est clairement sur un petit peu cette notion de sacrifice, hein, de toute façon, sur le temps passé avec l'autre personne. Donc voilà, c'est prenant, ouais, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu prends cette décision un peu d'arrêter ton activité principale pour te concentrer sur ton side project, sachant que tu monétises un peu, tu monétisais dès la première année un peu ton side project. C'est quoi ton objectif? En tout cas, c'était quoi ton objectif quand tu as arrêté ton side project? Déjà, est-ce que ça te permettait, en tout cas, ce que je veux dire, c'est est-ce que concrètement, tu avais le même revenu? Est-ce que tu perds? Ou c'est quoi tes objectifs financièrement par rapport à ce projet-là? Ou en tout cas, dans quelle situation tu étais? Sans forcément rentrer dans les détails. Ouais. Alors, faut savoir déjà, sur l'aspect revenu, sur les 9 années, si tu veux, forcément, c'était lié à mon activité. Il y avait des bonnes années, des années plus pourries, et il y a eu, on va dire 2-3 années exceptionnelles, si tu veux. Voilà. En termes de revenus, moi, j'étais arrivé justement à un moment, notamment là sur l'année 2020, où grâce à mon site, je me retrouvais à gagner plus qu'avec mon emploi de salarié. Voilà. Ce qui amène à des situations assez particulières. Ouais, ce qui amène à des situations assez particulières. Voilà. Quand on va te proposer d'évoluer au travail, où tu te dis ouais, mais bon, vu ce qu'on va me demander, vu l'épuisement que je vais avoir derrière, voilà. Tout ce que je te disais juste avant, notamment. Mais ouais, il y avait carrément des mois où je pouvais gagner plus avec mon site qu'avec mon job salarié. Et c'est ce qui m'a amené à cette réflexion aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, mince, si j'arrive à me dégager ce revenu-là en y passant, entre guillemets, hein, parce que j'y passais quand même beaucoup d'heures, que mes soirs et mes week-ends, à quoi ça ressemblerait si j'y passais mes semaines, imprégné à 100% sur des vraies journées de travail. Tu vois, t'as vraiment cette question-là, tu vois, qui arrive. Carrément, c'est une inconnue. Tu te dis, exactement. Est-ce que c'est proportionnel au temps passé? Est-ce que si je vais tripler, quadrupler, c'est l'inconnu. Sachant que bon, tu sais plus ou moins où tu peux aller. Je reviens sur l'aspect publicité, communication, etc. Moi, je sais que le site, il est hors de question que j'en fasse un truc où tu débarques, ça clignote de partout, il y a 50 pubs en simultané. Non, le but c'est d'amener ça intelligemment, éventuellement moi de mettre en place un planning bien cadré et d'amener les communications au fil du temps, peut-être 2-3 communications au mois et encore, tu vois, y aller doucement. Mais voilà, il y avait cet aspect-là, et si tu veux, mon objectif du coup quand je me suis lancé, l'objectif que je me suis fixé, c'est de me dire ok, alors
idéalement, je veux réussir au minimum à percevoir ce que j'avais en tant que salarié, puisque j'arrivais déjà à le faire avant. Et idéalement, le plus idéal, à percevoir autant que quand j'étais salarié, plus quand j'avais mon site, quand j'avais les deux combinés en fait. Voilà. Donc en gros, revenir à ma situation financière d'avant, avec un truc où je peux avoir mes week-ends et mes soirées. Ouais. Je sais que ton truc est dédié au side project, mais quand on se lance comme ça, au bout d'un moment, tu as envie aussi de retrouver un rythme de vie. Moi, clairement, enfin, ce rythme de vie, je l'ai pas eu, je l'ai jamais eu depuis que je suis étudiant, tu vois. Et encore, quand j'étais étudiant, on n'en a pas parlé, mais en plus de ça, j'ai été étudiant en alternance. C'est-à-dire que j'avais mes études, mon taf une semaine sur deux sur site, et puis à côté mes sites, tu vois. Donc, au bout d'un moment, t'aspires un petit peu. Bon, après, c'est vrai que le mien, il est un petit peu long de side project. T'aspires un peu à retrouver ce truc, quoi, cette sérénité, d'avoir ces week-ends, d'avoir ces soirées. Voilà, moi, j'ai jamais eu autant de soirées que depuis que je me suis lancé. Voilà, enfin, c'est à Ce 100%. qui est totalement normal finalement, parce qu'en fait, Exactement. tu étais salarié et tu bossais le week-end et les soirs, mais maintenant que ton side project devient ton activité principale, c'est normal que tu accordes pas forcément tes week-ends et tes soirées. C'est ça. C'est C'est ça. même le Même but. si, ouais, pareil, c'est avec une communauté qui échange autant et tout. Bon, puis même moi, hein, c'est prenant. Enfin voilà, je m'intéresse à plein de trucs. Euh, c'est compliqué de réussir à mettre en place cette frontière et de se dire non, allez, c'est le week-end, je touche plus à rien. Tu peux difficilement le faire, surtout avec les réseaux sociaux. Mais après, il y a l'aspect où tu te dis, ok, je peux toujours y jeter un œil de temps en temps si ça reste vraiment l'aspect plaisir Bah oui, et et c'est ça. En fait, c'est voilà. surtout ça le piège, c'est que en fait, pour toi, ça te fait plaisir, tu vois, d'aller Oui, voir ou de créer un exactement, mème, de créer un gif, quoi. Donc, tout à fait. Ouais. c'est pour ça que des fois, c'est dur. Est-ce que tu as un conseil? Parce que d'ailleurs, ça me rappelle un truc, c'est un autre épisode de podcast où on parlait du fait de lancer des side projects qui peuvent être éphémères. Tu lancer des side projects qui peuvent surfer sur des tendances, des Bien opportunités, sûr, des ouais. réglementations. Ça, c'était avec Victor Laura. Toi, ton side project, t'as tenu 9 ans. Je te disais avant d'échanger, avant d'enregistrer, que je trouvais ça incroyable de tenir aussi longtemps. Et toi d'ailleurs, tu me faisais une réflexion que c'était la norme dans certains types de side project. C'est quoi ton conseil pour tenir autant de temps sur ce type de side project? Alors moi, clairement, alors oui, ce que je te disais, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de se lancer, enfin surtout maintenant, avec un projet de type blog, de type site web, contenu, vraiment contenu, un média quoi. C'est un peu plus compliqué parce que vraiment tu as cet aspect, ce que je t'évoquais en fait, c'est fluctuant, c'est-à-dire que tu vas faire un mois, voilà, tu vas croire que tu es le maître du monde, ça y est, tu as remporté le contrat du siècle, etc. Puis le mois d'après, bah, tout pourri. Puis ça va durer 2 mois, 3 mois. Et là, tu te dis, ouais, en fait, je suis un bon à rien, ça prend pas mon truc, c'est que du vent. En fait, c'est dans la durée que ce sentiment de, voilà, enfin, comment dire, tu vas te rassurer, en fait, te dire, ok, mon truc fonctionne. C'est pas grave s'il y a des mois un peu off, c'est même normal. Euh, et en fait, c'est le fait d'être régulier dans tes contenus, régulier dans ton approche, dans tout ce que tu fais, qui fait que voilà, ça va créer ce sentiment de voilà d'être renforcé dans ton side project. Euh, et en fait, bon, moi, clairement, enfin, oui, enfin, moi, c'est peut-être plus propre à mon site, à mon audience, tout ce que tu veux. Ce qui m'a fait tenir, clairement, c'est l'audience. Alors, c'est l'audience, c'est plus la communauté, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on parle d'un blog, hein, je précise, parce qu'après, voilà, t'as d'autres side projects où tu vends des trucs, machin, etc., etc. Euh, parce que moi, je me rends compte qu'en fait, enfin, si je publie pas pendant un mois, mais laisse tomber ma boîte mail. Il y Ah a ouais? des gens qui vont m'écrire et qui vont me dire ça va. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tes contenus nous manquent. Voilà, j'ai pas ma dose des joies du code de la semaine ou de la journée, tu vois. Et donc ça, le fait de recevoir des messages comme ça fait vraiment un truc. Mais tu te dis, ok, il y a des gens qui sont vraiment impliqués avec ce que j'ai créé, qui vivent le truc, tu vois, qui ont besoin de ça. Voilà, c'est leur post café. Voilà, ils vont se marrer et ça leur apporte un truc, quoi.
C'est un signe que ça marche. Alors déjà, ça c'est un signe que ça marche. Et en termes de motivation, de boost, mais c'est un truc de malade, quoi. Voilà, puis sur les réseaux sociaux et tout, enfin voilà, il y a tout cet aspect bienveillance. Bon, il y a bien évidemment quelques trolls qui traînent à droite à gauche, voilà, ou des gens un peu moins contents qui vont forcément écrire aussi. Mais eux, ils sont clairement minoritaires. Et j'ai envie de te dire, du moment, surtout avec un projet de type média, dès que tu commences à avoir des gens qui prennent le temps d'écrire et de râler sur ce que tu fais, c'est que ça fonctionne. C'est que voilà, tu peux pas plaire à tout le monde, hein, ça c'est évident. Et si tu as ce genre de profil qui commence à venir, c'est que voilà, le truc qui marche. À côté de ça, voilà, tous les messages que je t'évoque avant, de bienveillance et tout, il y en a beaucoup, beaucoup plus, mais largement, 90% plus que les autres, quoi. Ok. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect, Ouais. ce lien avec la communauté. Ouais. Ok. Et que d'ailleurs, en parlant de communauté, tu as créé un Discord. Exactement. Ouais, alors oui, tout à fait. Bah, s'il y a des développeurs ou des profils techniques qui veulent le rejoindre, voilà, ils sont les bienvenus. Donc j'ai testé un petit peu cette plateforme, donc Discord, qui renforce clairement cet aspect communautaire, qui apporte un peu plus parce que, alors c'est pareil, hein, en me lançant à 100%, en fait jusque-là, si tu veux, jusqu'en 2021, depuis 8 ans, 9 ans, j'avais jamais montré ma tête. Voilà, j'étais resté dans l'ombre. Si tu veux, je n'étais que le logo de mon site. Voilà, il y a même des gens qui m'écrivaient bonjour à toute l'équipe des Joies du Code. En fait, non, je suis tout seul. Hein. Tout seul en chaussons à la maison. Exactement. Mais il y en a, ils croient vraiment, c'est le truc. J'espère y aller un jour, pourquoi pas. Hein, mais voilà, chaque chose en son temps. Mais et du coup, en fait, tu te rends compte que pour ce genre de médias, notamment, les gens, ils aiment bien savoir en fait qui est derrière, mettre un visage sur un nom, ou sur une marque. Voilà, ça, ils apprécient énormément. Et j'ai été très agréablement surpris justement en ouvrant le Discord Les Joies du Code, parce que j'ai retrouvé encore plus prononcé toute cette bienveillance, tout cet aspect communautaire où on va se marrer ensemble, etc. Donc voilà, il y a vraiment l'aspect divertissement sur le Discord où on va partager des gifs, des mèmes ou des articles fun ou même plus sérieux parfois. Et il y a vraiment l'aspect aussi, pour parler de plus sérieux, il y a l'aspect entraide entre développeurs. Il faut savoir que c'est un métier où il y a énormément d'entraide. Il y a des forums, il y a le plus connu, le service le plus connu pour les développeurs, c'est Stack Overflow, bien évidemment. Mais il y a vraiment... je pense que c'est propre au métier des développeurs. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça... Programming. Ouais, voilà, il y a ça. Il y a le fait que c'est un métier où tu galères tellement sur des trucs parfois complètement stupides. Voilà, les mecs, pour pas perdre de temps, ils vont chercher des réponses. Il y en a qui sont très heureux de pouvoir leur apporter des réponses. Donc voilà, on a différents channels d'entraide sur le Discord. Et donc c'est super cool, quoi. Voilà. Et donc pour poursuivre sur cet aspect communauté, donc il y a pour l'instant le Discord et moi je vais expérimenter prochainement. Alors, voilà, ça prend un peu de temps parce que je suis en train de tout configurer. Je vais tester en fait la plateforme Twitch. Voilà, parce que je pense que c'est pareil. Il y a aussi un lien très fort en fait avec les streamers sur Twitch et leur audience. Et pareil, en fait, ça crée du lien. Tu te montres, tu montres où tu es. Tu montres, je suis chez moi. Bon, là, c'est mon studio vidéo fait pour les Joies du Code. Les gens te posent des questions, tu leur réponds en direct, tu leur dédies du temps en fait. Et voilà, c'est cool. Tu partages plein de choses avec eux, quoi, tu vois. Donc, c'est une plateforme où de toute façon, c'est deux plateformes, Discord et Twitch. C'est un petit peu les plateformes du moment. Et sur cet aspect communauté, ça marche super bien. Et justement, toi, vu que tu es sur le sujet des mèmes et des gifs, toi qui as vu un peu l'évolution des mèmes, c'est un truc qu'on a vu apparaître au début d'Internet, j'ai envie de dire, quelques temps après. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui revient à la mode, même notamment sur LinkedIn ou autre. Il y a, même dans un monde autre que le monde du divertissement et du monde de l'informatique. Tu as des marques qui, des fois, partagent des mèmes, notamment sur Twitter ou autre. Comment est-ce que tu as vu, toi, cette évolution de l'utilisation des mèmes ? Alors, je pense que, justement,
c'est aussi lié aux générations en fait. Je pense que c'est lié aux générations. Là voilà, sur Internet, on a les 30 ans en tout cas, la trentaine et la vingtaine qui aiment bien se marrer, qui ont besoin un petit peu, voilà, de sortir un petit peu du cadre morose parfois que tu peux avoir, notamment pour les sociétés. Les sociétés, si tu veux, on se rend compte maintenant que pour attirer les nouvelles générations, il y en a pas mal qui galèrent, tu vois, euh, les jeunes maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent du télétravail, ils sont pas forcément intéressés par des postes à responsabilité. Ils veulent en fait du sens, si tu veux. Et le fait d'avoir justement voilà des mèmes, des contenus fun, etc., fait que tu t'ouvres un peu plus, tu montres que t'es pas aussi sérieux que ça peut le paraître, que tu sais aussi déconner entre guillemets quand tu parles de boîtes qui le font. Et donc c'est pour ça que ça revient, je pense, à la mode aussi. Voilà. Bon, plus le contexte, bien évidemment, dans lequel on est actuellement, je pense que les gens ont vraiment, vraiment besoin de se marrer. Donc c'est ça aussi qui pousse, à mon avis. Est-ce que tu auras un dernier conseil, toi qui as jonglé pendant 9 ans entre un job et un side project, est-ce que tu auras un conseil pour des gens qui se sont pas forcément lancés, qui n'ont pas lancé leur side project, qui ont peur ou qui voudraient passer directement à plein temps, mais quel conseil tu pourrais donner pour motiver les gens qui nous écoutent à lancer leur side project? Bah, alors, déjà, alors tout dépend après hein, du type de side project. Moi, j'ai vraiment cet aspect, enfin, par rapport à mon activité, cet aspect de régularité, d'être régulier en fait dans les contenus, tu vois. Le fait aussi de se dire, voilà, s'il y a un moment, tu peux pas tout gérer, bah, il faut l'accepter en fait. C'est-à-dire que voilà, si ton taf la journée, il t'assomme et que tu rentres chez toi et que t'as pas le temps ou que t'as vraiment pas l'énergie de gérer ton side project, bah c'est ok, c'est pas grave. Tu peux, à la limite, c'est même mieux. Prends du temps pour toi, pose-toi un peu, parce que voilà, moi j'ai eu pas mal de périodes comme ça. On n'a pas été en détail là-dessus, mais enfin j'en ai eu quelques-unes. Et tu te rends compte qu'en fait le fait de prendre du recul et de relativiser aussi, de se dire voilà c'est pas grave, je peux m'y remettre dans une semaine, dans 2 semaines. J'aurais fini tel sujet au niveau pro et j'aurais plus de disponibilité pour ça. Bah, ça réussit mieux que de s'obstiner, de rester jusqu'à 3h, 4h du matin, parce que en fait, pareil, voilà, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu vas rentrer, tu vas être KO, tu vas mettre plus de temps à faire ce que tu veux pour ton side project, du coup, tu vas encore plus te fatiguer, tu vas moins dormir, au boulot, tu vas encore plus t'épuiser, tu vois, enfin voilà, donc, voilà, vraiment cet aspect, prendre un petit peu de distance parfois avec ce qu'on fait. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde aime bien aller vite, tout faire vite, monter un site rapidement, monter comment on appelle ça, une première version de ton produit, très rapidement, la publier, voir ce que les gens en pensent, lancer plein de sondages, ce que tu veux. Ok, enfin, si tu perds 2-3 semaines, ça va aller. Surtout si ça va être project, quoi, tu vois. Ouais. Il faut vraiment garder ça en tête. Ouais, faut pas l'infliger comme une punition, quoi. C'est ça. Exactement. Et c'est pareil hein, sur l'aspect buzz, parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir le buzz pour le site vraiment au tout début. Le buzz, en fait, il peut venir à tout moment. C'est pas parce que, enfin, moi le buzz, si tu veux, voilà, j'en ai eu un énorme au tout début du site, mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans le temps, je vais pas dire que le site il a été oublié parce qu'il a conservé son audience, mais malgré tout, il y a eu encore quelques effets de buzz. Voilà, il suffit d'un article, d'un truc, machin, ça repart. Donc c'est pas parce que ça buzz pas tout de suite que ça peut pas buzzer en cours de route, tu vois. Voilà, et prendre une bonne ampleur, tu vois. Ok. Bah écoute, j'espère que ça servira au moins à une personne, ces conseils. Moi, en tout cas, je les écoute avec attention et j'essaierai d'appliquer tout ça. Où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton activité et à celle des Joies du Code? Ben, sur le site lesjoiesducode.fr, voilà, donc le site principal, et après sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Discord, et puis bah, très bientôt Twitch, voilà. Ouais, hâte de voir ces premiers lives. Ouais. Ah, ça va être une Cool. première. Hein. Ouais, ça va être costaud. Mais c'est intéressant. Mais c'est pareil, ça, tester voilà, les trucs, c'est super intéressant. Quoi. Ouais, je pense qu'il faut tester, expérimenter et voir ce que ça donne, un peu comme ce que tu as fait d'ailleurs depuis le début. Exactement.
Cool. Bah, écoute Nicolas, merci beaucoup. Merci pour ton temps, Merci pour à toi. tes conseils. Je trouve que c'était super intéressant aujourd'hui pour ce 20e épisode déjà de t'avoir parce que toi aussi, via tes contenus, tu parles aussi de side project parce que à la base, beaucoup de développeurs ont des side projects, même si avec Énormément. Dimler, on essaye de démocratiser ça et de faire en sorte que d'autres profils puissent lancer leur side project. Donc, c'est un peu un symbole que tu sois un peu ce 20e épisode. Donc, je suis très content. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble à nouveau. Pourquoi pas, peut-être pour les 20 ans d'Y jouer du code. Vu que ça fait à peu Ce près serait 10. beau ça. Bah, avec grand plaisir, écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation en tout cas. Merci beaucoup, Nicolas. À très vite. Ouais, salut. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre Side Project, rejoignez-nous sur samedi.club.